Hausse de la conteneurisation des échanges, évolution des infrastructures, multiplication des projets d'envergure, pour ne citer que cela, les ports africains connaissent un réel dynamisme depuis plusieurs décennies. Malheureusement, dans la plupart de ces ports, un grand nombre de marchandises dangereuses transitent ou sont stockées. Le sujet interpelle aussi le Togo avec son port où désormais les marchandises dangereuses vont faire l'objet d'une grande attention. Étant donné que les marchandises dangereuses composées de matières explosibles, du gaz, du liquide inflammable entre autres, qui, introduites dans le milieu marin, risquent de mettre en danger la santé de l'homme ou de nuire aux ressources biologiques, le Togo veut assurer une application plus rigoureuse des textes. Ceci pour une meilleure gestion de ces marchandises sensibles. Soulignons que depuis 2021, le Togo s'est doté d'une réglementation spécifique sur le transport de ces produits dangereux après la signature des conventions relatives à la gestion des marchandises dangereuses. Il s'agit d'une réglementation qui vise à réduire les risques d'accidents liés au transport de ces marchandises par mer. Les journées scientifiques sur le sida observées à Lomé en fin de semaine dernière ont permis au Conseil national de lutte contre le sida CNLS de faire le point sur la maladie. De façon générale, le Togo a atteint une couverture thérapeutique de 88% dans sa lutte contre le VIH-Sida. Près de 100% des personnes testées positives sont toutes sous traitement. Parmi les personnes sous traitement, 90% d'entre elles ont réussi à supprimer leur charge virale. Selon le CNLS, la suppression de la charge virale est une stratégie très efficace de prévention de la maladie. Ainsi, le Togo compte mettre davantage l'accent sur cette approche pour réduire de manière significative la transmission du VIH-Sida. Puisque le patient qui est parvenu à supprimer sa charge virale ne pourra plus transmettre la maladie, ce qui de facto va entraîner la rupture de la chaîne de transmission. Cependant, le CNLS alerte sur le risque de contamination particulièrement à Lomé. Actuellement, le taux de prévalence du VIH-Sida est 10 fois plus élevé dans le Grand Lomé que dans les villes de l'intérieur du pays. Face à ce constat, la lutte contre le VIH-Sida sera désormais concentrée dans le Grand Lomé en termes d'efforts de prévention et en termes de traitement. Toutefois, le CNLS juge aussi urgent de décentraliser les services de santé afin d'améliorer l'accès aux soins dans les régions moins affectées que Lomé. Les élèves du Togo sont depuis le 12 juillet dernier en vacances. Une période de repos pour les uns, une période d'acquisition de nouvelles capacités pour les autres. Mais les grandes vacances, c'est aussi et surtout les fêtes traditionnelles. Samedi dernier, le bal des fêtes traditionnelles a été ouvert par la fête traditionnelle en pays Kabyé, Evala. Une cérémonie de rite initiatique pour les jeunes Kabyais au seuil de la maturité. Après les Evala, d'autres communautés procéderont à la célébration de leur culture. Chez les Evé, Agbogbozan, fête historique des Evé du Togo, du Ghana, du Bénin et du reste du monde, battra son plein dans la première semaine du mois de septembre. Une fête qui marque à la fois la commémoration de l'exode du XVIIe siècle et le début d'une nouvelle année. Les fêtes traditionnelles célébrant les récoltes auront lieu à Kpalimé avec Djaouzan, au Dontu à Atakpamé, au Vazou en pays Akbosso et à Kébou, et de Pontre en pays Bassar. En pays Guin, les fêtes traditionnelles seront marquées par Epeyekpe, une cérémonie qui marque la fin de l'année qui s'écoule et le début d'une nouvelle. Toutes ces fêtes témoignent de la diversité culturelle au Togo et est un tremplin pour chaque communauté de vanter les richesses de sa culture et d'affirmer son identité. Ce dimanche, l'Union africaine s'est réunie à Accra, au Ghana, pour aborder les défis de l'intégration africaine et coordonner une position commune avant ses prochaines rencontres avec le G20 et l'ONU. Mohamed Cheikh Razouani, président de la Mauritanie et président en exercice de l'Union africaine, a plaidé pour une accélération de l'intégration économique du continent. Nous devons intensifier nos efforts pour l'intégration économique et nous devons veiller à ce que cela se fasse dans les meilleures conditions.
de façon à soutenir le continent et à répondre aux aspirations de nos citoyens dans tous les pays d'Afrique. La réunion a également abordé en profondeur les mécanismes de financement des projets de l'Union africaine, notamment la dépendance significative de l'organisation vis-à-vis des fonds de partenaires non africains. Sous le thème « Éduquer une Afrique adaptée au XXIe siècle », l'événement a réuni l'Union africaine et les communautés économiques régionales. Tous les participants se sont accordés sur la nécessité de favoriser la croissance économique et les échanges intra-africains. La ville de Rabat au Maroc est l'un des 124 sites du patrimoine de l'UNESCO dont l'état de conservation sera évalué par le comité. Située sur la côte nord-ouest du pays, Rabat est un mélange éclectique d'anciens et de nouveaux. Elle combine un passé arabo-musulman avec le modernisme occidental. La désignation de l'UNESCO nous confère une responsabilité, car c'est un honneur et en même temps un mandat. Elle nous oblige à prendre soin de ces monuments historiques, parce que l'UNESCO, en partenariat avec le ministère de la Culture et les partenaires locaux, essaie de soutenir ce patrimoine et de le faire connaître. Parce que lorsque beaucoup de gens visitent le Maroc, ils vont simplement à Fès ou à Marrakech. Aujourd'hui, il existe une vision royale selon laquelle Rabat n'est pas seulement la capitale administrative, mais aussi la capitale culturelle, la ville des Lumières. La mosquée As-Souna, située au cœur de Rabat, est l'un des monuments islamiques les plus importants de la ville. Quatrième plus grande mosquée du Maroc, la mosquée datant du XVIIIe siècle sert de lieu de culte et de destination pour les visiteurs. Avec une architecture remontant à 1184, la ville de Rabat est l'une des plus anciennes du monde. Ces monuments issus de multiples périodes de l'histoire marocaine attirent les touristes du monde entier. Ça a toujours été un attrait touristique important. Même pour nous, ça nous fait une petite visite, ça nous fait découvrir les enfants aussi. On leur apprend ce qu'est l'histoire du Maroc à travers ces lieux et ces monuments. En 2012, l'UNESCO a inscrit la ville de Rabat sur la liste du patrimoine mondial en reconnaissance de sa valeur historique et culturelle. Le ministère marocain de la Culture, en coopération avec l'UNESCO, travaille à la protection et à la restauration de ces sites afin d'assurer leur survie. La 46e session du Comité du patrimoine mondial débute le 21 juillet à New Delhi, en Inde, et elle se poursuivra jusqu'au 31 juillet 2024. Des hommages dans toute l'Europe à destination de Joe Biden qui a annoncé dimanche qu'il se retirait de la course à la présidence. Il a déclaré que son mandat de président avait été le plus grand honneur de sa vie et a accordé son soutien à sa vice-présidente Kamala Harris. Il a précisé qu'il s'adresserait à la nation dans le courant de la semaine pour donner plus de détails sur sa décision. Côté réaction, le président ukrainien a remercié Joe Biden pour son soutien indéfectible au cours des 2 années qui ont suivi l'invasion russe. Nous serons toujours reconnaissants au président Biden pour son leadership, a-t-il déclaré, ajoutant qu'il respectait la décision difficile mais forte prise aujourd'hui. En Pologne, le Premier ministre Donald Tusk a félicité Joe Biden pour ses décisions difficiles qui, selon lui, ont rendu la Pologne, l'Amérique et le monde plus sûrs. Il a également déclaré que la décision de se retirer de la course à la présidence était probablement la plus difficile que Joe Biden ait eu à prendre. Le tout nouveau Premier ministre britannique Keir Starmer a déclaré qu'il respectait la décision du président Biden et espérait travailler ensemble jusqu'à la fin de sa présidence. Keir Starmer a ajouté être certain que Joe Biden a pris sa décision en fonction de ce qu'il pense être le mieux pour le peuple américain. En Allemagne, le chancelier Olaf Scholz a qualifié Joe Biden d'ami, ajoutant « Grâce à lui, la coopération transatlantique est étroite, l'OTAN est forte et les États-Unis sont pour nous un partenaire bon et fiable ». Et enfin, en Espagne, le chef du gouvernement Pedro Sánchez a souligné toute son admiration et sa reconnaissance pour la décision courageuse et digne du président, ajoutant que c'est un grand geste de la part d'un grand président qui a toujours lutté pour la démocratie et la liberté. Après plusieurs semaines de débats sur sa santé mentale et physique, Joe Biden, 81 ans et 46e président des États-Unis, a annoncé son retrait de la course présidentielle. Dans la foulée, il a immédiatement soutenu la candidature de sa vice-présidente Kamala Harris. Mais qu'en pensent les électeurs ?
Je pense qu'elle ferait une excellente présidente. Je sais qu'elle était occupée ces 4 dernières années à voter au Sénat. J'ai l'impression que les gens ne la connaissent pas assez et il faudrait que nous en apprenions plus à son sujet. Elle a été procureure de district à San Francisco et procureure générale de Californie. Au vu de son parcours, je pense qu'elle sera une très bonne présidente. Je pense qu'elle doit faire en sorte d'avoir un peu plus de présence, surtout auprès des jeunes électeurs. Ce que j'aimerais voir si elle obtient l'investiture, c'est qu'elle travaille à construire cette présence, à rassembler ses jeunes partisans et à les écouter, à comprendre leurs attentes. Nous vivons une période difficile, que ce soit à cause du climat, de la crise du logement, du coût de l'alimentation et des transports. C'est difficile pour la plupart des jeunes. Le président américain a encouragé ses partisans à s'unir derrière Kamala Harris, faisant d'elle la favorite du parti pour l'investiture lors de la convention qui se tiendra à Chicago au mois d'août. Certains doutent toutefois de sa capacité à battre Donald Trump. Je ne suis pas fan du soutien apporté à la candidature de Kamala. J'ai l'impression que beaucoup d'entre nous ont oublié son existence, parce qu'elle est restée discrète. Elle n'a pas été...